Alors, bienvenue à cette conférence sur le sujet Belbin, l'approche de gestion des équipes. Nous accueillons aujourd'hui M. Patrick Le Breton-Blond, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le développement de la performance collective. Il accompagne des projets d'équipe et des dirigeants de grandes entreprises. En qualité de master accréditeur Belbil, il forme, supervise et prépare des consultants et des coachs à l'accréditation méthode Belbin, qui est la référence en matière de travail d'équipe. Il est membre associé de la Société française de coaching, directeur du cabinet conseil de Strat Consultants, président de l'Institut européen pour la performance par le management et le sport et associé de l'école coaching Media Coaching. Alors, nous accueillons Patrick. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci bien. Merci bien. Je suis très heureux d'être parmi vous. Puis vous êtes bien nombreux, c'est super. Je vais donc avoir le plaisir de vous parler de la notion de performance en équipe et d'aborder avec vous 3 questions de fond. Comment la méthode des rôles en équipe de Belbin, qui a été développée à Henley College et à Cambridge, et qui est présente dans 43 pays et traduite en 24 langues, permet d'améliorer la performance des équipes. Une autre question importante, c'est quels sont les comportements que l'on identifie dans les entreprises, dans les équipes performantes. Et puis, comment on peut utiliser cette approche pour maintenir des relations de qualité, voire éviter certains conflits. Tout à l'heure, j'assistais à une conférence avec Madame Mylène Paquette, qui a traversé à la rame l'Atlantique. Vous étiez certainement nombreux à assister, et elle parlait d'attitude. Elle a dit, et elle a conclu sur les attitudes. C'est véritablement quelque chose aujourd'hui qui est vraiment important dans la recherche de performance, c'est de travailler sur ces notions d'attitude. Quelles attitudes, quels comportements nous générons les uns avec les autres et qui vont être contributeurs soit d'efficacité et de performance, soit au contraire, de temps en temps, à nuire à notre efficacité et à dégrader quelque peu les résultats d'un travail que nous aimerions plutôt avec des résultats plus importants. Voici l'image d'équipe performante que beaucoup d'entreprises aimeraient avoir. Alors je vais vous, pendant 3 quarts d'heure, faire un exposé autour de ces 3 questions. Un peu moins, voilà, donc je vais accélérer déjà d'entrée. Au moins, je sais qu'il va y avoir pas mal de questions. Alors, si vous êtes capable de rentrer ça dans une trentaine de minutes pour une quinzaine de minutes. D'accord. Ton papier, il faut que tu le mettes très haut pour que je le vois. Moins de 10 minutes, moins de 5. Donc voilà l'image d'équipe performante que beaucoup d'entreprises souhaiteraient avoir. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que des équipes qui sont composées de gens brillants sont plus performantes que d'autres, d'après vous? Oui, c'est ça, c'est véritablement cette interaction que les individus ont les uns avec les autres. Ça peut paraître évident parce que quand on parle d'équipe, on parle d'être humain. Là, on ne parle pas de méthodes, d'outils, de matériaux, on parle d'être humain. Donc, qui dit équipe dit être humain, et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, lorsque des êtres humains sont amenés à travailler ensemble, il y a des relations et des interactions qui vont, d'une certaine façon, soit générer de la performance, soit au contraire, effectivement, dégrader quelque peu cette performance. C'est cette question qui a été posée à Meredith Belbin dans les années 70 et pour lequel il a expérimenté pendant plus de 10 ans à travers des tests, à travers des observations. Qu'est-ce qui fait que certaines équipes, encore une fois composées de gens brillants, lorsqu'elles travaillent ensemble, certaines avaient d'excellents résultats et d'autres avaient des résultats beaucoup plus médiocres. C'est donc la
complémentarité des comportements, des interrelations que les gens ont entre eux, qui, lorsque ces comportements sont complémentaires et équilibrés, on augmente la performance des équipes. Les bases du comportement, rapidement, bien sûr, il y a la personnalité, mais ce n'est pas uniquement ce facteur qui rentre dans la notion de comportement. Il y a une multitude de facteurs dont l'expérience, l'aptitude intellectuelle, la capacité à réfléchir, à analyser, à avoir des idées, donc toute la partie intellectuelle. Il y a également les valeurs et les motivations. Il y a les contraintes du terrain. Mettez quelqu'un sous contrainte, vous allez voir que nos comportements changent. Et puis, il y a aussi l'apprentissage de rôle. C'est ce qui nous amène à percevoir que les comportements ne sont pas figés. Nos comportements peuvent bouger. Certes, parfois, certains d'entre nous ont des comportements bien trempés, facilement identifiables. D'autres, un peu plus flexibles et sont capables d'utiliser plusieurs cordes à leurs arcs, donc d'être capables d'adapter leur comportement. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être capable d'être mouvant, d'être en dynamique, plutôt que figé par rapport à une personnalité qui, elle, correspond plus à un individu, à son histoire, et quelque chose de plus stable. Alors, souvent, je suis confronté à des gens qui me disent « je suis manager, ok, et je travaille en équipe ». D'accord. Et puis quand je les écoute, je me rends compte assez facilement qu'ils ont une approche de l'équipe par l'organisation. J'ai une équipe parce qu'on m'a rattaché sur mon organigramme 10 personnes. Mais chacun travaille dans son coin et moi je suis leur chef. C'est une façon de percevoir à travers l'organisation la notion d'équipe. Nous, on travaille sur cette deuxième partie qui s'appelle l'agilité et dont, encore une fois, ceux qui ont assisté à la conférence tout à l'heure, on parle d'aptitude. L'aptitude, c'est plutôt du domaine du savoir-être. Ok, il nous faut des savoirs et des savoir-faire pour travailler, mais aussi il nous faut des savoir-être. Et c'est sur cette partie-là qu'on va trouver la performance en équipe. C'est pour ça qu'on dit des gens tous brillants, savoir-faire, mais pourquoi ils ont des bons ou des mauvais résultats? Parce que certains développent des savoir-être qui vont être générateurs de performance. Dans cette dimension du savoir-être, on retrouve bien sûr les relations et les gens, alors que de l'autre côté, on retrouve plutôt l'organisation, la structure, les outils, les méthodes. De l'autre côté, on retrouve une adaptabilité de chacun d'entre nous, qui sommes des gens qui sont dans une dynamique, dans un mouvement. À l'autre côté, on a des procédures plutôt figées. On est plutôt tourné problème, on est plutôt tourné solution lorsqu'on est confronté à cette dynamique collective. Pour vous parler de quelques expériences, un jour, j'étais confronté à une équipe, la voilà, et je leur ai dit, on va faire un exercice très simple, que vous pouvez d'ailleurs reproduire chez vous. On va faire 2 groupes, on va mettre une corde, et puis que le meilleur gagne, tout le monde tire à la corde. Quand vous observez cet exercice, vous savez, dans un premier temps, qu'on peut mesurer la force que chacun exerce sur une corde. Ça, c'est facile. On vous met à une corde avec, je dirais, on étalonne, on vous demande de tirer, on perçoit que vous faites une force de 50 kg sur cette corde. Pour la simplicité de l'exercice, imaginons qu'il y ait 5 personnes qui aient une force de 50 kg. Quelle est la force totale que l'on exerce sur la corde ? 250. Alors, dans le modèle hiérarchique, oui, 250, c'est ce qu'on appelle Yaka-Foucault. On a des gens qui savent et qui savent faire, ça doit bien se passer. Sauf que dans la vraie vie, là-bas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans la vraie vie, lorsque le premier, oui, il faut y aller, il faut se dépêcher, il met toute la pression sur la corde, il met les 50, mais dans sa précipitation, comme il porte très peu d'intérêt aux autres, il marche sur le second. Et quand vous vous faites marcher sur les pieds, vous ne pouvez plus mettre 50. Vous mettez que 40. Puis,
il y en a un qui a besoin de proposer des idées. Et comme on ne s'intéresse pas à lui, il n'est pas motivé. Comme il ne peut pas donner ses idées, eh bien il perd sa motivation, il ne met plus que 30. Et puis, le troisième que vous voyez sur cette image, lui, il aime bien de savoir comment on fait. Donc si on n'a pas défini qui, quoi, quand, comment et à quel délai, eh bien il ne se sent pas à l'aise pour faire un travail. Quant au dernier, lui, il a besoin d'avoir entendu le top départ. Il a besoin d'avoir un chef. Et comme il n'a pas entendu qui allait être le chef, qui allait prendre la place du leader, eh bien, il n'a pas eu le temps de prendre la corde quand on a commencé tous ensemble à tirer. Donc, le résultat, c'est 250 ? Non. Des fois, c'est 150. Des fois, c'est 100. Bien en dessous de ce que pourrait attendre. À l'inverse, si nous avions été capables de porter de l'attention les uns aux autres, si nous avions eu cette aptitude d'écouter celui qui nous dit « J'ai une bonne idée pour améliorer la performance ». Ah, donne-nous ton idée. Si on pouvait demander à celui qui aime bien une bonne organisation, lui dire de quoi tu as besoin, comment tu mettrais en place cette idée qui vient de nous être donnée. Si celui qui est précipité, qui se met devant, on lui demandait de se mettre à l'arrière et de devenir le leader à condition de s'assurer que tout le monde est prêt et en ordre pour pouvoir tirer sur la corde, eh bien là, d'un seul coup, en mettant chaque personne à leur place, en créant une interaction des membres les uns avec les autres, eh bien, on augmente la performance et la belle surprise, c'est qu'on a plus de 250. Voilà un peu la définition que l'on a d'une équipe. On va mesurer que nous avons une équipe lorsque des gens travaillent ensemble et que le résultat de l'équipe est supérieur à la somme des résultats individuels. Si on a plus de 250, vous êtes une équipe. Si on a moins, vous êtes des individus qui interagissent peut-être pas de manière efficace, et voir si vous faites 150, vous interagissez, mais en nuisant les uns aux autres. C'est donc 9 comportements. Donc la question, c'est quels sont les comportements qu'on retrouve dans une équipe performante. Donc Meredith Bermin a mis en exergue 9 types de comportements que l'on voit interagir dans une équipe de manière équilibrée. 3 comportements qui sont plutôt dans la réflexion. Celui qui apporte l'idée, il a plutôt un comportement de concepteur. Celui qui prend du recul, qui analyse, il prend plutôt un comportement de priseur. Et puis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à travers ce qu'il sait, à travers sa connaissance, à travers son savoir, il est plutôt expert. C'est ce qu'on appelle la famille des comportements qui sont dans la réflexion. 3 autres types de comportements qu'on voit apparaître dans une équipe, des comportements dans l'action. Le propulseur, l'organisateur, et puis le perfectionneur. On va rapidement regarder chacun de ces comportements, où vous allez peut-être commencer à vous reconnaître les uns et les autres. Et puis nous avons 3 types de comportements qui sont dans la relation, le coordinateur, le promoteur et le soutien. Donc vous voyez assez facilement que si vous avez une équipe déséquilibrée, avec beaucoup de comportements dans la famille de la réflexion, on a tendance à construire une usine à gaz. Hein. On réfléchit beaucoup, on passe beaucoup de temps à analyser, et puis on ne passe pas beaucoup de temps pour passer à l'action. Hein. Comme on dit, la réflexion tue l'action. S'il y en a trop, bien sûr. Si à l'inverse, vous avez une équipe qui fonce là, hein, dans l'action, ben on voit que de temps en temps, ils commettent beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils sont partis, mais ils n'ont pas suffisamment identifié les forces et les faiblesses ou mesuré les risques et les opportunités.
Et puis, si vous avez peu de comportement dans la relation, eh bien, vous vous retrouvez avec des équipes où il y a beaucoup de conflits. Voilà le premier comportement qu'on appelle le comportement de concepteur. Sa façon d'agir et d'interagir avec les autres pour une personne qui a ce comportement, et certainement d'autres, mais en tout cas, on a bien identifié que sa manière de fonctionner était avant tout concepteur, va être tournée vers les solutions. Imaginatif, propose des idées. Lui, quand il y a un problème, ça le stimule, parce qu'il a une valise de solutions. Alors imaginez quelqu'un qui a 0 en concepteur, quand il a un problème, il a une valise de problèmes. Eh oui. Donc vous avez plutôt intérêt à arriver avec un problème et trouver un concepteur, que si vous arrivez avec un problème et que vous le mettez à quelqu'un qui a 0 en concepteur, vous risquez de le voir arriver quelques jours plus tard avec une valise de problèmes. Son point de vigilance, parce qu'il y a toujours un point de vigilance à une force, c'est qu'il peut être dans le global. Alors les détails, ça ne l'intéresse pas. Et puis, ce n'est pas toujours un très bon communicant. Il est un peu dans sa bulle. Quel est l'état émotionnel qu'on trouve chez un concepteur? Ah oui, les émotions, hein. On parle de motivation dans les émotions. Il jubile, il est très excité lorsqu'il s'agit d'aborder une problématique ou un projet. Autre comportement qu'on trouve, c'est le priseur. Une façon d'analyser avantages, inconvénients, points forts, points faibles, prend toujours du recul. Lui, il sait descendre du vélo pour se regarder pédaler. Demandez-lui son avis, il a un avis sur tout et vous donnera toujours un conseil. Son point de vigilance, c'est qu'il manque un peu de dynamisme. Il faut mieux analyser, approfondir, et donc il recule sans cesse la mise en action. Son état émotionnel, vous le verrez, si vous lui soumettez un projet, un sujet, et que vous voyez commencer à se dandiner de droite à gauche, c'est qu'il ne le sent pas, hein, et vous donnera une opinion assez négative sur ce que vous lui avez mis sous le nez. A l'inverse, s'il est bien stable, bien aligné, là, vous dites ce que je lui ai mis, il me donne plutôt un avis positif. L'expert. L'expert, dans sa façon d'agir et d'interagir avec les autres, c'est d'apporter de la connaissance. L'expert, dans sa façon d'agir, il aime savoir et savoir-faire. Un peu moins à l'aise avec le savoir-être. Son point de vigilance, c'est qu'il s'isole. Oh là, ces histoires de relations, d'aptitude. Moi, je suis un spécialiste du béton 22, 3, 4, 5.B. Vous m'appellerez quand vous aurez besoin d'une histoire de béton. Je vais approfondir mes recherches sur ce sujet. Mais quand vous avez besoin d'une source de connaissances, il est là, dans l'équipe. Son état émotionnel, c'est la fierté. Je suis fier de connaître un sujet dont je suis capable de vous parler en tant qu'expert. On rentre dans les rôles qui sont côté action. L'organisateur, il transforme les idées en action. Son mode de fonctionnement, c'est quoi, qui, quand, comment, dans quel délai, à quel coût. J'allais vous dire, tant mieux, elle n'est pas là. Venez à la maison, on est à 0 en organisateur. Ça veut dire que quand vous ouvrez le tiroir avec les cuillères, les fourchettes, nous, on verse tout en vrac, on secoue pour que ça rentre. Lui, l'organisateur, il aura bien tout rangé et tout bien calé. Il a beaucoup de rigueur. Son point de vigilance, comme il a beaucoup de rigueur, c'est qu'il résiste au changement. Ah non, j'ai mis tout ça en place, la méthode, tout est bien calé et vous me demandez de changer, je vais résister. Il est quelque peu
conservateur. Son état émotionnel, et ça chez les entrepreneurs c'est important, c'est solide. Il ressent de la solidité. Hein. Là, il y a des fondations, il a les pieds qui touchent bien par terre. C'est sérieux. Le propulseur, objectif, résultat, avançons. Vous avez là un comportement de leader. Il fonce, il veut du résultat, il relève des challenges et il surmonte les obstacles. Même pas peur de traverser l'Atlantique. Point de vigilance, de temps en temps, il peut être quelque peu blessant. Plus attentif aux résultats qu'aux gens. État émotionnel, énormément d'énergie et de dynamique. Un autre comportement que vous verrez apparaître dans les familles de l'action, c'est le perfectionneur. Le perfectionneur, vous pouvez compter sur lui, il a une grande fiabilité. Il aime un travail bien fait. Ce qu'il veut, c'est faire les choses. J'aime faire les choses et qu'elles soient de qualité. Son point de vigilance, c'est que de temps en temps, il est anormalement inquiet. Et si je n'avais pas assez de temps pour ce qu'on me demande? Et si je n'avais pas la possibilité d'approfondir mon travail? Et si on ne me reconnaissait pas pour ce que je sais bien faire? Donc vous l'avez compris, son état émotionnel, c'est quelque peu l'inquiétude. Dans la famille, des comportements tournés vers la relation, nous avons là encore un leader, le coordinateur. Je favorise l'effort de tous les membres de l'équipe. Je décide en m'assurant que tout le monde va bien adhérer à mon projet. Son point de vigilance, c'est que de temps en temps, il est tellement bon en communication, il sait tellement bien utiliser les qualités des uns et des autres qu'il pourrait bien être un peu manipulateur. Ça, c'est son point de vigilance. Son état émotionnel, c'est la confiance. Dans une équipe, vaut mieux être anxieux ou vaut mieux avoir confiance pour avoir de la performance ? Vous le savez, c'est la confiance qui va vraiment être un facteur de réussite et de performance. Le comportement de promoteur fonctionne énormément en réseau. C'est lui qui va aller chercher les bonnes ressources à l'extérieur du groupe. Le groupe, plus il y a de la cohésion, plus il s'isole. Le promoteur est à l'affût de toutes les opportunités qui pourraient servir au groupe, à l'équipe, et contribuer à son efficacité. Il fonctionne en réseau, il est déjà sur LinkedIn, il est déjà sur les réseaux sociaux, il travaille en partenariat avec les universités, il connaît des consultants, d'autres entrepreneurs, d'autres sous-traitants. Il a un carnet d'adresses important et saura le mettre à la disposition du groupe lorsque cela est nécessaire. Son point de vigilance, c'est que de temps en temps, il est très optimiste, il papillonne un peu. Donc c'est un très bon lanceur sur un projet, mais ce n'est pas un finisseur. Au milieu du projet, il peut vous abandonner pour partir sur un nouveau projet ailleurs. Donc vous l'avez vu, c'est l'optimisme qui caractérise ce comportement. Et le dernier, c'est le soutien. J'aime travailler avec les autres. Sens de l'écoute, de l'attention, de s'assurer que tout le monde va bien, tout le monde contribue à une bonne ambiance dans cette équipe pour que nous puissions être efficaces. Il aime travailler avec les autres, c'est un excellent équipier. Vous pouvez compter sur lui. Son point de vigilance, c'est qu'il est un peu indécis. Il n'aime pas les conflits, donc il est souvent d'accord avec le dernier qui a parlé. Son état émotionnel,
c'est l'empathie. Je m'intéresse aux autres. Voilà les 9 comportements. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour construire une équipe performante? La première chose à faire, c'est de s'assurer que nous nous connaissons. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous sauriez répondre à la question quels sont les 2-3 comportements qui vous caractérisent le plus quand vous êtes en relation avec les autres? Et quel est le dernier où vous êtes le moins à l'aise? Et est-ce que vous l'avez repéré et que vous allez chercher chez l'autre ce talent que vous n'avez pas, ou au contraire vous n'aimez pas les gens qui ont ce talent et qui vous gênent finalement? Je ne suis pas organisateur, j'ai horreur des gens qui structurent, qui ont besoin de savoir quand, comment, dans quel délai. Alors qu'au contraire, c'est la meilleure personne qui va m'apporter le plus de valeur ajoutée dans la coopération. Nous avons parfois peur des gens qui sont différents. Donc le premier travail à faire, c'est de repérer quels sont les rôles que l'on trouve dans cette équipe avec qui je vais fonctionner. Pour cela, la méthode Belbin, à travers des questionnaires, nous permet d'avoir un test qui nous donne en tout cas une indication sur les tendances de nos comportements dans une équipe, tendances des comportements préférés, des comportements potentiels ou des comportements à éviter. Voilà un exemple de profil, un extrait d'un rapport, d'un profil, où une personne a répondu au questionnaire et on voit qu'elle a vraiment un talent de priseur, hein, c'est-à-dire quand elle interagit avec les autres, elle joue vraiment ce comportement où elle analyse, où elle réfléchit, où elle peut être un très bon conseil, où elle prend bien du recul sur les situations. C'est quelqu'un sans aucun doute qui analyse bien les risques comme les opportunités, le bon analyste. Elle a aussi 2 autres comportements qui sont très utiles et sur lesquels elle est très à l'aise. Un comportement de soutien, donc c'est un bon équipier. Elle aime travailler avec les autres, a un bon sens d'écoute et d'empathie. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a un comportement d'organisateur. Vous pouvez lui demander d'organiser, de structurer un plan, une action. Elle a une attention pour proposer des méthodes et des outils. Par contre, ne lui demandez pas d'apporter des idées. C'est certainement pas quelque chose qui la caractérise. Si vous lui demandez de trouver des réponses à des problèmes, vous lui demandez de donner quelque chose qu'elle n'a pas. Et là, l'inefficacité va être au rendez-vous. De la même façon, si vous lui demandez de rentrer dans le détail et de faire un travail approfondi avec beaucoup d'exigences, c'est certainement pas une de ses qualités. Là encore, vous pourriez lui demander quelque chose qu'elle ne peut pas vous donner. À l'inverse, si vous allez chercher chez elle un avis, une analyse, une prise de recul, là, vous pourriez avoir une grande motivation et beaucoup d'efficacité. Il est possible aussi de demander aux autres quelle image ils ont de vous. Si je me connais, c'est déjà un bon signe, mais en plus, est-ce que les autres dans l'équipe me reconnaissent? Et on peut voir comme ça que moi, je me reconnais comme quelqu'un qui est propulseur et les observateurs me renvoient également que je suis, dans ma façon d'agir avec les autres, souvent sur un talent de propulseur. Peut-être qu'il y a un petit écart sur le priseur, mais globalement, les observateurs me reconnaissent comme tel. Donc on peut aussi avoir un retour sur l'image que les autres ont de moi, ce qui va nécessairement améliorer ma connaissance. En deuxième point, maintenant,
que je me connais et que je suis reconnu par les autres, quels sont les rôles qui peuvent être surreprésentés et les rôles sous-représentés. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que si nous étions tous sur des rôles dans l'action, on va passer notre temps à foncer et on ne prendra pas suffisamment de temps à réfléchir ou à travailler sur les relations. Donc il est important dans cette deuxième étape de se poser les questions. Quels sont les rôles qui sont surreprésentés et est-ce qu'il y a dans cette équipe des rôles qui manquent? L'outil nous permet d'avoir un profil d'équipe et va donc nous donner un feedback sur les particularités des membres de cette équipe, de leur façon d'agir et d'interagir entre eux, des rôles qui sont surreprésentés ou des rôles qui sont sous-représentés. J'ai travaillé avec cette équipe qui, lorsque je leur ai demandé de me dire quels étaient leurs premiers rôles, imaginez que je vous demande de tous lever la main sur ceux qui ont un rôle de concepteur. Personne lève la main. Si je dis levez la main ceux qui ont un rôle de propulseur, et là que je vois tout le monde lève la main, d'accord, ça me donne une indication sur votre façon de fonctionner quand vous allez travailler ensemble. Et bien là, cette équipe, quand je leur ai demandé donnez-moi vos premiers rôles, j'ai tout de suite vu un rôle important dans cette équipe en tant que propulseur. Et un deuxième rôle d'organisateur assez prononcé. Alors j'étais un peu plus loin, je leur ai demandé de me donner leur deuxième rôle. Et lorsqu'ils m'ont donné le deuxième rôle, j'ai vu que ça avait encore amplifié la surreprésentation des rôles de propulseurs et aussi la surreprésentation du nombre de rôles d'organisateurs. Donc vous voyez, cette équipe-là que j'ai eue avait tendance à tout miser sur l'action. Peu de stratégie, mauvaise définition parfois des objectifs, et puis pas beaucoup d'idées et de capacité à aller chercher des ressources à l'extérieur. Il me manque des promoteurs et des concepteurs pour que cette équipe ait des comportements équilibrés. Je leur ai demandé quels sont vos derniers rôles. Et là, j'ai vu que non seulement ils n'ont pas beaucoup de rôles de promoteurs et de concepteurs, mais dans leur dernier rôle, plusieurs d'entre eux ont concepteurs et promoteurs. Ça amplifie encore la particularité de cette équipe qui fonce très fort dans l'action, mais qui a de grandes difficultés lorsqu'il va falloir traiter des problèmes, aborder des solutions, avoir des idées innovantes, accompagner le changement. J'entendais ce matin dans une conférence, dans un atelier, il va falloir travailler sur le changement. Cette équipe-là va avoir une vraie difficulté à engager le changement, du fait qu'il manque ces deux rôles de promoteur et de concepteur. Alors le travail que je vais être amené à faire avec eux, c'est amené à faire preuve d'agilité comportementale, puisque je vous disais que les comportements, c'est en mouvement, c'est dynamique. Je vais être amené à leur faire prendre conscience que ces comportements-là n'apportent pas de valeur ajoutée. Au contraire, ils nuisent à l'efficacité de l'équipe. Je vais donc voir comment une personne qui a des comportements de propulseur va pouvoir lâcher ce comportement de propulseur. Je peux jouer ce comportement de propulseur, mais dans cette équipe, je vais le lâcher. Et je vais plutôt aller chercher dans mes autres comportements possibles, si j'en ai pas un de concepteur. Et on a ce qu'on appelle une valorisation d'un comportement potentiel qui, lui, va apporter de la valeur à l'équipe. De la même façon, je vais demander
à ces membres d'équipe qui ont des talents de propulseurs s'ils n'ont pas de promoteur. Et il y en a un qui m'a dit, moi, dans mon 3e rôle, j'ai un talent de promoteur. Eh bien, c'est celui-ci que tu dois apporter à l'équipe pour générer de la performance. Et voilà comment on va petit à petit rééquilibrer l'équipe en allégeant les comportements surreprésentés qui la déséquilibrent et en les amenant à valoriser un comportement qui manque dans l'équipe. Voilà comment nous constituons des équipes performantes, soit lorsqu'on part de zéro, soit au contraire, dans cet exemple-là, quand nous avons une équipe qui nous a été attribuée et pour laquelle nous allons voir comment la rendre plus performante dans sa façon de travailler ensemble. Ce premier travail, c'est les rôles, c'est la complémentarité de rôles, mais nous avons quand même un prérequis, et je pense que c'est important pour vous, c'est l'objectif commun. J'ai souvent entendu le donneur d'ouvrage, l'ingénieur, vous avez parfois des objectifs différents. Le travail en équipe nécessite de trouver le moyen d'aller chercher un objectif commun. C'est un des fondamentaux du travail en équipe. De la même façon, l'interaction entre les individus, c'est de la communication, ça s'appelle. Donc là aussi, nous allons pouvoir détecter la manière de mieux communiquer les uns avec les autres. Vous avez entendu que si je dis « Oh, bah, vous savez, ça ne va jamais marcher, ça. Oh, vous savez, là, les peintres, ils sont tous mauvais. » Ma communication, elle ne contribue pas à générer de l'efficacité et de la performance collective. Donc la formulation positive va être un vrai facteur de réussite. Nous avons ensuite les notions de confiance. On en parlait tout à l'heure. Comment cultiver la confiance? Si vous avez une équipe où il y a beaucoup de perfectionneurs, le fait de la rééquilibrer et de monter avec des coordinateurs, vous allez remettre de la confiance dans l'équipe. Et tout le monde doit être conscient que la confiance, c'est un facteur de réussite. Et le dernier point qu'on mettra en exergue, c'est ce qu'on appelle l'interactivité du leadership. On tend à faire en sorte de prendre en compte que chacun apporte de la valeur. Et éviter de penser qu'il y en a un qui est plus fort que les autres et de rentrer dans une espèce de jeu hiérarchique où il y a les forts et il y a les plus faibles, ou dans une relation qu'on appelle les bons et les mauvais, ou, encore une fois, qui a raison, qui a tort. Troisième question fondamentale, comment cette méthode permet d'instaurer des relations de qualité les uns avec les autres? Vous avez eu quand même un peu déjà des réponses. Et vous avez aussi comment éviter certains conflits. Si je n'ai pas compris que mon dernier rôle, c'est organisateur, et que organisateur, c'est un talent que je n'ai pas, et que je cherche à combattre les organisateurs, c'est que j'ai un problème. Je n'ai pas compris que ce que je ne suis pas, ce que je ne comprends pas, ce qui n'est pas mon mode de fonctionnement, c'est une chose. Mais la diversité et la complémentarité, c'en est une autre. Et quelqu'un qui a le talent que je n'ai pas, ça doit être un allié et pas un ennemi. Alors nous avons la possibilité, dans une équipe par exemple, de regarder comment deux personnes fonctionnent entre elles. J'ai été amené par exemple à travailler... Ah, j'ai oublié ça. C'est une façon de vous faire comprendre quelque chose. Je vais juste vous demander de me dire dans quel sens tourne-t-elle. Ceux qui pensent qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Levez la main. OK. Quels sont ceux qui pensent qu'elle tourne dans le sens contraire? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous pensez, ceux qui la voient tourner dans un sens, quand vous voyez votre voisin qui vous dit qu'elle tourne dans le sens contraire?
Qu'en pensez-vous? Je vais lui expliquer pourquoi. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? La relation de qui a raison, qui a tort. Et s'il avait raison, pourquoi il le voit? Vous lui demanderiez. Déjà, on est plus dans le soutien. Je m'intéresse à l'autre, je n'essaye pas d'aller le convaincre pour lui dire « tu as certainement tort, je vais t'expliquer que moi, je sais ce qui se passe ». Vous voyez le changement de comportement? Les deux sont tout à fait respectables, hein. Mais si vous travaillez tous les deux, vous allez voir que vous apportez de la richesse à vos réflexions. Parfait, c'est parfait. Si vous êtes là, c'est que vous devez être complémentaires, sinon vous auriez choisi des conférences différentes. Ok, regardez bien, hein. Regardez bien une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un a changé? Ok. Vous la voyez au début tourner dans le sens contraire. Et maintenant? Et maintenant, vous la voyez tourner dans l'autre sens. Ok. Ok. Alors, voyez au début, c'est vachement facile quand on travaille tout seul, hein. On la va tourner dans un sens, on n'a pas à s'embêter, elle tourne dans ce sens-là, c'est l'évidence même. Puis quand on travaille à plusieurs, on a ceux qui la voient tourner dans un sens, ceux qui la voient tourner de l'autre. En généralement, il y a ceux qui ne savent pas, parce qu'ils ont pensé à autre chose, ou ils étaient sur leur téléphone, ou ils faisaient autre chose, donc ils disent je ne sais pas. Et puis vous avez une dernière catégorie qui dit « moi en plus, je peux la voir dans les deux sens ». Elle disait que les Français, on était compliqués. C'est un peu vrai. Nous, en France, on dit oui, ça peut tourner dans un sens, dans l'autre sens, dans les deux sens, et même il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Vous l'avez compris, vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Si je vous montre cela, vous allez comprendre une chose, c'est si vous regardez l'image de droite là-bas, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'elle tourne dans quel sens? Vous êtes tous d'accord, elle tourne dans le sens inverse? Oh, regardez bien. Regardez bien. Hein? Si vous regardez la dernière, vous devriez voir celle du milieu en même temps. Voilà. Maintenant, si vous regardez plutôt l'image de gauche, hein, regardez l'image de gauche, ça devrait vous aider pour voir tourner maintenant dans le même sens, hein, les sens des aiguilles. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dites-moi qui vous êtes, et je vous dirai que vous ne verrez pas la même chose, vous ne ressentirez pas la même chose, vous ne comprendrez pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a un filtre important. Lorsque vous avez un concepteur et que vous lui montrez une situation de changement, à votre avis, il trouve ça génial ou il trouve ça catastrophique? Génial. Eh oui, il adore l'incertitude, il adore la nouveauté. Et de toute manière, il ne connaît pas, mais il a une valise de solutions. Cette même situation, si vous la montrez à quelqu'un qui a un comportement de perfectionneur, ça ne marche plus, c'est catastrophique. Lui, il a besoin de maîtriser, de contrôler, d'avoir une habitude, d'avoir quelque chose de nouveau. Pour lui, c'est totalement paralysant. Pourtant, c'est la même image. Un la voit géniale, l'autre la voit catastrophique. Certains d'entre vous voient tourner la danseuse dans un sens, les autres dans l'autre sens. Et les autres ont le privilège de la voir tourner dans les deux sens. On n'est pas limité. Exactement. Il faut bien savoir, c'est que l'être humain est sans limite. Les seules limites qui se fixent, c'est lui-même. C'est lui son principal ennemi. Vous vous êtes fixé une limite ici, laquelle, à votre avis? Vous vous êtes donné une fausse information pour pouvoir me répondre. La fausse information que vous vous êtes donnée, c'est que vous avez fait un choix que vous n'avez absolument pas maîtrisé, c'est elle est de dos ou elle est de face.
Et puisque je vous ai posé la question en vous disant « Vous devez me dire dans quel sens elle tourne », votre cerveau vous a dit « Oh, pas de panique. Tu sais pas, je vais te donner une fausse information et tu sauras. » Et la fausse information, c'est certains d'entre nous l'ont vu de dos et l'autre l'ont vu de face. Et ça a complètement changé leur façon de voir les choses. Ça date des années 30. C'est un monsieur qui s'appelle Korzybski qui a compris, il a écrit ce qu'on appelle la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est ce qu'on perçoit. Le territoire, c'est le monde. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il a fait une étude intéressante. Vous savez ce que c'est qu'un masque de carnaval, hein? Vous savez, un masque de carnaval, vous en avez tous vu, un masque blanc. Vous avez l'intérieur et vous avez l'extérieur. Hein? Vous avez l'extérieur et vous avez l'intérieur. Vous le savez tous, ça, ce que c'est. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que quand on place ce masque à une certaine distance, l'œil humain ne peut plus voir s'il est à l'endroit ou il est à l'envers. Pourtant, 80% des gens déclarent avec certitude qu'il est à l'endroit ou qu'il est à l'envers. Pourquoi, à votre avis? Pardon? Oui. On a peur de ne pas savoir. Et comme on a peur de ne pas savoir, eh bien le cerveau, il fait une petite pirouette. Il nous envoie l'image qu'on a dans la tête et pas l'image qui est réelle, puisque l'image qui est réelle, on ne peut pas savoir, on ne peut plus savoir. L'être humain, il a peur de ne pas savoir. Alors comme il a peur de ne pas savoir, il s'envoie en permanence des fausses informations. Les années 30. Les années 30. D'où c'est intéressant, parce que c'est quand même mieux d'avancer avec deux yeux. Et quand on est à plusieurs, on a la capacité d'avoir plusieurs informations. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand l'autre voit quelque chose que l'on ne voit pas, c'est d'en tenir compte, pas de croire que c'est un fou. J'ai accompagné deux personnes qui étaient en situation de tension, Stéphane et Robert. L'équipe allait véritablement en pâtir parce que cette tension qui existait entre Stéphane et Robert commençait à se transformer petit à petit en conflit et qui nuisait à l'efficacité de l'équipe. En fait, Robert, je ne sais plus qui c'est Robert. Oui, Robert, qui est perfectionneur, donc qui aime le travail approfondi dans le détail, reproche quelque peu à Stéphane de ne pas, dans ses dossiers, approfondir les choses. Stéphane, lui, qui est plutôt propulseur, trouve, comme on lui reproche quelque chose, il reproche à l'autre, hein, à Robert, qu'il manque d'autorité. Il n'est pas assez ferme pour lui en tant que patron. Et voilà nos deux personnages qui continuent à se reprocher mutuellement des choses. Le perfectionneur, qui aime le détail et qui a un gros souci d'exigence, projette chez l'autre ce même souci d'exigence, sauf que l'autre, il ne peut pas lui donner, il ne l'a pas. Et l'autre, qui a une grande capacité à faire preuve de fermeté, à être affirmé dans ses propos, eh bien, projette ce côté propulseur chez l'autre et lui reproche de manquer d'affirmation. Sauf qu'il ne peut pas lui donner, il ne l'a pas. Lorsque j'ai travaillé avec eux, déjà en se connaissant mieux, ils ont pris connaissance de leurs différences. Ils ont pris conscience que ce n'est pas parce qu'ils voyaient tourner la danseuse dans un sens, qu'en voulant absolument que l'autre le voie, ça ne changeait rien. Il fallait au contraire accepter la différence et que l'autre la voie tourner dans l'autre sens. Comme ils étaient tous les deux concepteurs, ils étaient prêts à rechercher des solutions. Et rapidement, ils ont accepté mon aide et ils ont accepté de prendre comme solution qu'ils étaient tous les deux différents. Comme on avait chez Robert du soutien, il a tout de suite proposé de donner son aide pour aider Stéphane à approfondir son travail. Et Stéphane, lui,
en contrepartie, a dit qu'il pouvait être consulté à tout moment lorsqu'il y avait besoin d'affirmer les choses ou lorsqu'il avait besoin d'un petit peu plus d'autorité. Et de ce fait, ils se sont mis à coopérer plutôt qu'à générer des conflits entre eux. Voilà comment on peut, avec cette approche, être en mesure de pouvoir favoriser des relations de qualité, voire éviter des conflits en mettant en exergue que nous sommes différents et que nous fonctionnons de manière différente et que nous percevons de ce fait les choses de manière différente. Plutôt que de se battre les uns contre les autres, cherchons à nous compléter et à travailler en plus grande coopération. Je ne rentrerai pas dans le détail pour respecter le timing, mais on voit par exemple que si moi je suis concepteur, je vais beaucoup mieux fonctionner avec un patron qui sera coordinateur soutien. Parce qu'un patron qui sera coordinateur ou soutien sera plus dans la relation et va beaucoup me demander mon avis. Et moi, j'adore proposer des idées, trouver des solutions. Donc, je vais me sentir utile et je vais être motivé. Si je suis motivé, je serai plus efficace et je vais d'autant plus apprécier cette relation avec un patron coordinateur soutien. Si à l'inverse, j'ai un patron propulseur organisateur, il sait où il veut aller vite, il a une méthode en place. Quand je lui dis j'ai une idée, il dit allez c'est bon, on avance. Et donc, comme il ne va pas, parce que lui il a envie d'aller vite au résultat, aller chercher mon idée, je vais me sentir frustré et ma relation et ma motivation va donc forcément être moindre. On peut assez bien voir comme ça qu'il va y avoir des bons matchings dans certains comportements. Ça va être très facilitant. Et d'autres, eh bien, il va falloir être très attentif parce que si on les gère, ça va bien se passer. Mais si on les gère pas bien, on peut très rapidement dégrader les relations et avoir des tensions et des conflits. Donc, une performance qui va baisser. Je vous remercie bien. Vous avez des questions pour Patrick? Est-ce qu'il y a un test avec qu'on peut faire une petite prise de sang qui automatiquement votre image? Oui, vous avez effectivement, avec la méthode BLBIN, un questionnaire que vous remplissez en ligne et qui va vous donner le profil d'autoperception et un autre questionnaire que vous pouvez envoyer à des observateurs et qui vous permettra d'avoir votre image comparée à ceux qu'ont les observateurs, plus des rapports pour optimiser son potentiel, etc., etc. Maintenant, ça c'est un outil, ça reste un outil. On peut aussi, et d'ailleurs certains rôles comme le coordinateur, sont très à l'aise pour, et le priseur, donc quelqu'un qui est coordinateur-priseur, saura bien observer et saura assez vite voir eh bien, que lui, il est plutôt concepteur et soutien, et lui, et voilà. Et à l'inverse, si vous prenez un comportement de perfectionneur expert, lui, il lui faut le test, hein, parce qu'il aura beaucoup plus de mal à effectivement rentrer dans cette observation et cette capacité à tenir compte du fonctionnement de l'autre. Y a-t-il des corrélations entre les métiers et les rôles? Oui, il y a un profil que je ne vous ai pas montré qui s'appelle l'exigence de poste. Donc vous allez remplir un autre questionnaire par rapport à un métier, par exemple, et vous allez voir apparaître par rapport à ce métier les 2-3 rôles qui sont vraiment essentiels et les 2-3 rôles qui sont inutiles et peut-être un rôle nuisible. C'est le travail que fait Christiane Papineau et qui, à l'ETS, et dans le cadre de sa thèse, qui par exemple est en train de travailler sur le profil d'un gestionnaire de projet. Elle a expliqué ça ce matin.
Et effectivement, on va voir que le gestionnaire de projet, par rapport à ce que l'on attend, il a 2-3 rôles vraiment de comportement à mettre en avant, 2-3 rôles utiles mais pas essentiels, et peut-être 2 rôles visibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci infiniment. Merci à vous.